Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission En marchant sur les traces des poilus, consacrée aujourd'hui à Étain. Étain, la bataille d'Étain, les fusillés d'Étain, la reconstruction d'Étain. Avant d'attaquer le vif du sujet, remettons-nous dans le contexte de l'époque en août 1914. Août 1914. La guerre est déclarée depuis le 3 août et puis nous arrivons au 23 août. Le 23 août, la situation est encore calme dans le secteur. Les Allemands se battent notamment en Belgique contre les forces françaises, se battent dans les Vosges. Mais ici, étrangement, c'est le calme encore qui règne. Et puis, les forces allemandes vont sortir de la garnison de Metz le 23 août. C'est la 33e division d'infanterie de réserve allemande qui sort pour fixer l'aile droite de l'armée de Lorraine, commandée par le général Monnery, qui est intensément implantée dans cette région d'Étain. Pourquoi ? Tout simplement fixer ces divisions pour mieux les encercler par la suite vers l'est, le nord, le nord-est et le nord-nord-ouest. Alors à la lecture de ces documents, le général Monnery prend en considération qu'une attaque allemande va avoir lieu dans les heures peut-être qui suivent ou les jours qui suivent, bien évidemment, et que cette attaque allemande s'installerait sur une ligne de Nouillon-Pont, Spincourt, Conflans et Friouville. Fort de ce constat, sentant la menace peser dans son secteur, il prend la disposition énergique, intelligente, réfléchie, de faire venir rapidement 5 divisions pour contrer, disons, cette éventualité d'attaque allemande. Et il va installer ses troupes sur une ligne également qui ira de Nouillon-Pont, Étain, Ollé et Conflans. Alors avec ces deux lignes qui se font face, la bataille va avoir lieu. Elle va avoir lieu le 25 août, où les Allemands vont essayer de pousser plus en avant vers Étain leurs troupes et vont rencontrer une très forte résistance de la part donc des Français, installés judicieusement, comme dit précédemment. Forts de leur artillerie, les Allemands, très performants dans ce domaine, bombardent les troupes françaises. Celles-ci, bien vaillantes, résistent. Elles résistent tellement bien qu'elles font jouer également aussi leur artillerie et réussissent à repousser les Allemands sur leur ligne de départ. Cette bataille va être gagnée finalement le 25 août au soir par les troupes françaises, par cette brave armée de Lorraine commandée par le général Monnery. Nous pouvons dire que le 25 août au soir, avec les efforts consentis par nos vaillants soldats qui ont réussi à repousser l'ennemi en nombre et puissamment armé, surtout dans le domaine de l'artillerie, nous pouvons dire que la bataille d'Étain, Saint-Jean-les-Buzy, Buzy a été gagnée. Les Allemands sont repoussés. Alors les Français occupent Étain, mais ils ne vont pas occuper Étain très longtemps. En effet, le soir arrive un ordre de l'état-major du général en chef Joffre qui intime l'ordre au général Monnery d'abandonner Étain et d'abandonner la Wavre. Pourquoi ? Pourquoi une telle initiative de la part de Joffre ? Tout simplement pour installer ses troupes en défensive
sur les côtes de Meuse. Pourquoi ? Pour protéger cette barrière naturelle et la rendre infranchissable à toute éventualité ennemie. Pourquoi fait-il ça aussi ? Tout simplement pour se garantir un peu ses arrières, car il commence à jeter les prémices de la bataille de la Marne. Alors pendant toute cette bataille d'Étain, qui a lieu bien sûr également dans les villages environnants, jusque Jean-de-Lise, Buzy, Saint-Jean-les-Buzy, Rouvres notamment, Homel, Ornel. Donc, les habitants commencent donc à évacuer, de leur propre initiative bien sûr, leur habitation. Et les Allemands en profitent également pour faire commettre les premiers sévices contre la population qui veut demeurer malgré tout. Et Étain ne fait pas exception à la règle. Beaucoup d'habitants quittent Étain. D'ailleurs, dès le 23 août, dès qu'on commence à entendre les bruits de bottes, car les renseignements disent quand même que les troupes allemandes arrivent en force et assez rapidement, et qu'une bataille d'une ampleur très importante va être engagée. Tout ça fait que les habitants, bien sûr, s'en vont. Sauf, comme d'habitude, passez-moi l'expression, c'est un peu préjudiciable, mais certains habitants demeurent toujours en place et tiennent à rester dans leur demeure. Et ça va être le cas pour une 50aine à 80 habitants, disons, qui vont rester sur Étain. Et comme Étain, comme je viens de vous dire précédemment, ne disposant plus de troupes françaises pour défendre ces gens-là, c'est une ville pratiquement ouverte. Et dès le 26 août, les troupes allemandes arrivent dans Étain, occupent tous les villages environnants, toute une bonne partie de la Wavre, et ça, pendant 4 ans, jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918. Alors c'est compréhensible que la population soit pratiquement partie, car il y avait des bombardements allemands sur Étain durant cette bataille, qui ont détruit moult maisons, moult édifices, dont l'hôtel de ville. La rue principale pratiquement rasée. Et puis, cette très belle église qui a été décapitée pratiquement, touchée dans son âme au plus profond d'elle-même. Et d'ailleurs, vous avez ici les photos qui en témoignent. Alors, ceux qui sont restés vont subir de la part des Allemands des sévices. Ils vont même servir d'otages. Ils vont finalement pratiquement servir d'esclaves. Et c'est là qu'un drame se jouera au cours de la mi-septembre. Et là, nous allons aborder l'histoire des fusillés d'Étain. Les gens vivent dans les caves, du moins ceux qui restent, car à leur tour, les Français bombardent Étain, bombardent les points stratégiques tenus par les Allemands. Ces bombardements ajoutent beaucoup de stress à cette petite population d'Étain qui demeure dans les caves et qui essaie de vivre, si je puis dire, de survivre. Donc, parce qu'ils sont démunis de tout. Les boulangeries, où sont-elles? Les épiceries, où sont-elles? Qui amène le ravitaillement? Est-ce les Allemands? Est-ce de la rapine? De quoi vivent-ils exactement? Du pain et de l'eau? Alors, il y a également, de temps à autre, des petits pillages, si on pourrait dire, pour subsister. Alors la guerre se passe, et dès fin 1918,
début 1919, les habitants qui étaient partis en exode reviennent dans leur bonne ville d'Étain. Ils la découvrent en ruine. Ils ne reconnaissent plus leur ville finalement. Et c'est là qu'ils apprennent, par témoignage, ce qui s'est réellement passé. Un témoignage de Madame Madi, qui sera recueilli par le maire resté en place à l'époque le 16 mars 1915. Elle viendra simplement dire qu'il y a eu des Sténois d'arrêtés et d'emmenés, on ne sait pas trop où. Ce monsieur Defresne va témoigner également qu'il a vu un panneau à la sortie de cette ville d'Étain, en direction de Don-Louis, avec une inscription dessus. Ici, J, 15 habitants, fusillés par ce qu'espion. Et tout ceci nous amène à un témoignage qui aura lieu au mois de juin 1920, effectué par un Mosellan de retour qui travaille pour une firme, une épicerie installée en Moselle, qui a pour charge de ravitailler encore la population en détresse du Nord meusien, qui est dépourvue de tout. Le 14 septembre 1914, il avait été arrêté à l'entrée de la ville par les Allemands et qu'il avait vu un espèce de tertre à proximité de la dernière maison que vous avez maintenant face à vous, avec un écriteau, ici J, non 15 habitants, mais 19 habitants de la ville d'Étain, fusillés à cet endroit, car pris en otage dû à des signaux qui auraient été envoyés la nuit en direction de Verdun, répétés la nuit suivante, et que le colonel commandant la place, le colonel allemand commandant la place d'Étain, aurait décidé le lendemain de les faire fusiller. Auparavant, selon ce témoignage, ils auraient été internés dans le réfectoire du collège d'Étain, la veille qu'ils soient fusillés d'ailleurs. Et puis, les Allemands avaient dit, ils sont là pour un moment. Ils avaient invité les épouses ou les compagnes à leur apporter de la nourriture, pour les nourrir bien sûr, midi et soir. Et puis, le lendemain, répétant donc cette venue pour venir nourrir leurs braves compagnons, leurs braves maris, le soldat allemand de faction, donc devant l'école, leur a dit que ce n'était pas nécessaire, que ces Français-là étaient déclarés caput. Donc ils avaient été fusillés le jour où finalement ces braves femmes ou ces braves compagnes amenaient de quoi les nourrir. Ce témoignage effectué en 1920, indiquant vraiment l'emplacement où ils furent ensevelis dans une fosse, le maire alerta le juge de paix, M. Catellino à l'époque, et ils viennent tous les deux avec un fossoyeur communal, et celui-ci commence à creuser un endroit là, et ils s'aperçoivent d'innombrables corps gisant là, pêle-mêle, les uns sur les autres, entrelacés dans la mort, dans la peine. Et ils commencent donc leur enquête d'identification. Fort heureusement, ils peuvent tous les identifier grâce aux vêtements de l'époque,
avec les familles qui sont revenues, aux objets qu'ils ont retrouvés dans les poches également. Et c'est ainsi qu'on a pu établir la liste réelle des fusillés d'Étain. Et vous avez sur cette maison la plaque qui en témoigne, avec même leur âge. Alors à l'issue de la découverte des corps le 3 juin 1920 et après leur identification, les familles n'avaient pas vraiment désiré les récupérer pour les inhumer individuellement dans les tombes ou les caveaux familiaux. Alors une idée a été soumise au conseil municipal et votée bien sûr à la majorité qu'il y aurait une fosse commune donc pour inhumer ces 19 martyrs de cette bonne ville d'Étain. Les obsèques eurent lieu le 10 juillet 1920 dans une église que nous avons vue partiellement détruite tout à l'heure sur les photos et en présence des autorités locales et régionales. Et puis, pour édifier ce souvenir, l'édifier mais à perpétuité, l'idée est venue également de faire installer, d'ériger une stèle en leur mémoire avec donc leur nom gravé ici derrière moi. Ce monument sera inauguré le 10 août 1921 par le président Raymond Poincaré et par le ministre des Pensions à l'époque, André Maginot, un ancien donc de 14-18, blessé le 9 novembre 1914 à Maucourt-sur-Orne, pas très loin d'ici, blessé grièvement d'ailleurs. Avant de quitter Étain, il serait judicieux de vous parler d'une œuvre de bienfaisance qui a pignon sur rue. Cette œuvre bienfaisance, donc pour venir en aide au lendemain de la guerre, aux mères de famille et à leurs nourrissons qui avaient besoin d'aide morale, d'aide matérielle et aussi de nourriture. Cette œuvre de bienfaisance s'appelle l'œuvre des berceaux, créée par Madame Didion Victoire, née Villers, qui en 1923 créa cette œuvre avec d'autres femmes, bien sûr, pour venir l'aider. Et cette œuvre, elle durera finalement plus de 50 ans, puisque c'est en septembre 2017 qu'elle prendra fin. Alors pour faire subsister cette association de bienfaisance franco-canadienne, elle a reçu des legs, notamment de la part de la ville de Toronto, une rente annuelle de 7 000 francs à l'époque. Monsieur Bull a été également contributeur pour l'aide financière donc, de cette œuvre de bienfaisance. C'est un monsieur qui est né à Détroit, dans l'État du Michigan, donc aux États-Unis. Et il faut citer aussi la ville de Saint-Miel, qui a apporté aussi une somme assez conséquente pour aider donc, cette très belle association. Après l'œuvre des berceaux, je voulais vous parler aussi d'un hôtel de renom à Étain, l'hôtel de la Sirène, qui, pendant la bataille d'Étain, a été détruit et il se trouvait rue Houillon. Et il a été reconstruit ici, à l'emplacement de la Villa Flocon. Cette dite villa, qui a été occupée à une certaine époque par un état-major allemand, très bien protégé de surcroît, et à la libération d'Étain, à la fin de novembre 1918, quand les Français sont revenus occuper cette bonne ville, ils ont pu lire sur un mur une inscription « Graine, Air, Kronprinz », croyant finalement que le Kronprinz était venu séjourner à Étain, notamment durant la bataille de Verdun. Or, il s'avère qu'après vérification,
que ce n'est pas le cas, puisque le Kronprinz n'est jamais venu séjourner à Étain. Mais la légende prend corps. Cette légende continue encore aujourd'hui à nourrir les curieux, à nourrir les nostalgiques de l'époque peut-être, mais sachez que ce n'est qu'une légende. Alors nous arrivons à la fin de l'émission et je tenais justement à vous montrer ce très beau vitrail dans l'église d'Étain qui relate bien la tristesse, l'horrible carnage qui s'est passé. Ce vitrail a été offert par les familles victimes donc, de cette effroyable guerre de 14-18 en souvenir de M. Henri Didion, maire d'Étain, président des anciens combattants, décédé en 1933. Et puis, non seulement ce vitrail témoigne de ce qui s'est passé ici, mais vous avez également les plaques dédiées aux morts de la ville d'Étain, et plus particulièrement celle-ci dont nous avons parlé précédemment, qui est dédiée aux fusillés du 17 septembre 1914. Pour terminer sur la reconstruction de la ville d'Étain, comme je vous ai dit tout à l'heure, grâce aux subventions d'une île bien française qui se nomme la Martinique, par des subventions, ont aidé financièrement à cette reconstruction. Et où je suis, cette place s'intitule la place de la Martinique. C'est ainsi que s'achève l'émission concernant cette ville d'Étain, la bataille, les fusillés, la reconstruction, en souvenir de leurs martyrs, les martyrs d'Étain. Au revoir et à bientôt.